Bonjour, je m'appelle André Lebeau, je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous offrir une séance de lecture autour du thème de l'amitié. Je suis convaincu que chacun d'entre vous pourra, au cours de ces lectures, se remémorer des amitiés et de bons moments en bonne compagnie. Je vais commencer par un extrait du livre L'amitié, publié en 1984 par l'Italien Francesco Alberoni. Il s'agit ici d'une réflexion sur la façon dont naît une amitié. Alors, voici l'amitié. L'amitié ne naît pas de n'importe quelle relation, au terme d'une série de petits pas effectués par les deux partenaires. Nous ne devenons pas nécessairement les amis des gens que nous rencontrons souvent et avec qui nous nous livrons souvent à de purs échanges de civilité. Nous pouvons avoir d'excellents rapports de voisinage et d'agréables relations avec nos collègues pendant toute une vie, sans compter parmi eux un seul ami. En revanche, nous pouvons tenir pour ami une personne que nous n'avons vue qu'une fois ou deux, qui n'est pas notre voisine, mais avec qui nous nous sentirons à l'aise et auprès de qui nous laisserons s'exprimer la meilleure part de nous-mêmes. Le début de l'amitié, c'est un moment pendant lequel nous éprouvons un élan de sympathie pour quelqu'un qui nous inspire un vif intérêt. Cette attirance peut se porter sur une personne que nous connaissons peut-être depuis longtemps et que, néanmoins, nous découvrons comme si nous la voyions pour la première fois. Je nommerai cette expérience une rencontre. Une rencontre est toujours inattendue et pleine de sens. Avec l'immense majorité de nos relations, nous ne sommes entraînés que très rarement à faire le premier pas sur la voie de l'amitié. Nous pouvons passer notre vie avec certaines personnes sans que s'établisse le moindre contact, sans que jaillisse la moindre étincelle qui nous attirerait vers elles et nous ferait désirer les revoir, pour confirmer qu'un nouveau processus relationnel est engagé. L'amitié est faite d'une suite de rencontres, chacune reprenant la précédente. Quand nous retrouvons un ami après de longs mois, il nous semble ne l'avoir quitté qu'un instant. Nous reprenons sans difficulté le dialogue interrompu et sommes surpris de constater que jamais la conversation ne se limite à des banalités. Chaque rencontre est différente de la précédente, découvre une voie nouvelle et ouvre des perspectives insoupçonnées. Dans le cours d'une véritable amitié, cette situation se reproduit indéfiniment. Voilà. On ne sait pas toujours comment commence une amitié, mais la plupart du temps, on sait la reconnaître. Est-ce qu'on ne dit pas d'un véritable ami, « Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est comme si c'était hier. » Ou encore, « Il ou elle me comprend sans que j'aie à m'expliquer. » J'imagine que vous avez beaucoup d'amitiés en tête en ce moment. Alors voilà pour ce premier texte. Comme deuxième lecture, j'ai choisi un extrait du roman Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges, écrit en 1980
par notre grand écrivain québécois Michel Tremblay. On assiste ici aux retrouvailles de trois amis inséparables qui s'en vont à l'école des Saints-Anges sur le plateau Mont-Royal à Montréal par un beau jour de juin 1942. Voici donc. Lundi 1er juin. Les lilas sont déjà finis. Pierrette avait posé son sac d'école sur la marche à côté d'elle. Sont déjà tout bruns, tout chesses. Thérèse se dandinait d'un pied sur l'autre devant son amie. Elle aurait bien aimé commencer une partie de Ciel, purgatoire, enfer, mais elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de la terminer avant de partir pour l'école. Elle s'arrêta le temps de se gratter le mollet. Les lilas sont finis, mais les cœurs saignants s'en viennent. Moi, j'aime mieux les cœurs saignants. Pierrette prit un air buté. C'est vrai que c'est beau, mais ça sent rien. Les fleurs qui sentent pas. Thérèse avait poussé un petit cri qui avait coupé la phrase de Pierrette en deux, laissant le premier tronçon, inutile, se perdre dans le soleil du matin. Maudite marde, je pense que ma jarretière vient encore de se détacher. Elle s'assit à côté de Pierrette et toutes deux plongèrent la tête sous ses jupes. Ben oui, gardons ça. Je suis pas mal tanné, là. Je suis obligé de me rattacher 10 fois par jour. Ta mère, elle t'en achète pas des neufs? Ma mère a dit que ceux-là sont bonnes, pis que c'est moi qui gigote trop. Trouves-tu que je gigote trop, toi? La jarretière enfin rattachée, Thérèse rabaissa sa jupe et regarda son amie. Pierrette sembla réfléchir intensément avant de répondre. Tu gigotes beaucoup. Tu grouilles tout le temps. Tu penses que tu grouilles pas, toi? Peut-être, mais mes jarretières se détachent pas tout le temps, moi. Thérèse s'était relevée pendant que Pierrette lui répondait et avait fait mine de s'éloigner. Elle s'arrêta pour donner un coup de pied sur une petite pierre qui partit dans une toute autre direction que celle qu'elle aurait voulu lui voir prendre. Si elle sort pas, on va être en retard, là. Toutes deux levèrent la tête vers la fenêtre du troisième étage, là où habitait leur amie Simone, leur inséparable complice qui venait, tout juste la veille, de rentrer d'un séjour à l'hôpital et dont c'était la première sortie depuis plusieurs semaines. Pierrette se leva, s'approcha de Thérèse et parla tout bas, comme pour dire un secret. Elle a peut-être honte. Honte? De quoi? Ben, de son opération, cette affaire. Elle nous avait dit que ça paraîtrait peut-être pour un petit bout de temps. Ça va peut-être toujours paraître, mais c'est quand même supposé d'être mieux qu'avant. La porte de l'escalier intérieur qui menait du deuxième au troisième étage s'ouvrit. Thérèse se tut. Pierrette posa la main sur le bras de son amie. Mon Dieu, Thérèse, d'un coup que c'est aussi pire qu'avant, que c'est qu'on va dire? On va dire que c'est moins pire, puis on s'en confessera, c'est tout. Une minuscule fillette affligée d'un énorme sac d'école descendait l'escalier extérieur en tenant son barda à bout de bras. Allô, Simone? Thérèse et Pierrette avaient parlé en même temps, exactement sur le même ton, au même rythme, d'un seul souffle. La fillette s'arrêta au milieu de l'escalier et posa son sac sur une marche. Ça paraît-tu? Elle avait parlé d'une voix nasillarde, où perçait une pointe de panique mal contrôlée. Thérèse et Pierrette
furent quelques secondes sans répondre. Pierrette avait froncé les sourcils et scrutait le visage de Simone. Thérèse s'était remise à se dandiner tout en vérifiant avec la main si sa jarretière était toujours attachée. Pierrette fut la première à parler. T'es trop loin, Simone. Descends. Un petit vent doux du matin se leva pendant que Simone descendait les dernières marches. Il releva un peu la jupe de la fillette et découvrit ses jambes maigres et ses genoux rouges. Thérèse sursauta. Comment ça se fait que tu portes des bas golf? Comment ça se fait que t'as pas tes ballons? Simone s'était arrêtée pile et retenait sa jupe contre ses jambes avec une main. Maman a dit qu'elle était tellement énervée qu'elle a oublié de me raccommoder mes ballons. Mais laissez faire les bas. Ça paraît-tu bien gros? Thérèse et Pierrette contemplèrent un long moment la fine ligne de chair rose qui barrait verticalement la lèvre supérieure de Simone. Trop visible à leur goût, mais tellement moins laide que l'affreux bec de lièvre dont avait toujours été affligé leur ami. Simone s'assit dans les marches et posa ses coudes sur ses genoux. Je le sais que ça paraît, mais maman a dit que c'était pour disparaître, que ça fait pas assez longtemps que j'ai été opéré, que c'est pour ça que c'est rouge de même. Simone était sur le bord de pleurer. Elle évitait le regard de ses amis qu'elle savait poser sur sa lèvre. Cette malédiction qu'elle traînait depuis sa naissance, cette tare au beau milieu d'un visage, au demeurant fort joli, qui avait vite fait d'elle la risée de l'école des Saints-Anges, malgré la compassion et la magnanimité de certaines religieuses qui étaient même allées jusqu'à punir les fillettes qui se permettaient des propos trop durs ou des moqueries à son sujet. Cette déformation, cette distorsion qu'on lui avait promis de faire disparaître complètement, mais dont elle retrouvait quand même une sorte d'ombre rouge, comme une marque au fer, un rappel pour la mémoire, une insinuation, alors qu'elle avait été convaincue qu'elle pourrait désormais se planter devant tous les miroirs qu'elle croiserait et se trouvait belle. Mais soudain, la pudeur enfantine qui retenait Thérèse et Pierrette s'envola d'un coup, et les deux fillettes se jetèrent littéralement sur leur amie en poussant des hurlements de joie, clouant Simone dans son escalier, la chatouillant, l'embrassant, lui ébouriffant les cheveux et lui transmettant cette part de joie qui lui revenait de droit. Le bonheur de se retrouver, Thérèse, Pierrette et Simone, les trois inséparables, le noyau amputé, enfin reconstitué, et de retourner à l'école en se tenant par la taille et en chantant Mes jeunes années ou J'irai la voir un jour, se moquant des jarretières éventées et des lèvres fendues, et surtout savourant la présence des autres, pleine, totale, enveloppante, à la fois promesse et certitude d'une vie d'où la solitude est à jamais bannie. Mais c'est bien beau, Simone. Ça paraît quasiment pas. Quand ce sera plus rouge, on verra plus rien. T'es quasiment pas reconnaissable. Mais t'es bien belle. T'es bien belle, Simone. Oui, c'était la première fois. Et Simone sanglotait de bonheur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces démonstrations d'amitié très sincères, surtout chez des enfants à l'âge de l'école. J'imagine que, comme moi, vous avez aussi des souvenirs d'amis que vous avez rencontrés lorsque vous étiez à l'école.
comme Thérèse, Pierrette et Simone. Je vais poursuivre maintenant avec un extrait du conte Le Petit Prince, écrit en 1943 par le Français Antoine de Saint-Exupéry. Dans cet extrait que je nommerai Le Petit Prince et sa rose, il parle de sa fleur en expliquant qu'elle est unique et très précieuse pour lui. Moi, je vois ici une analogie avec l'amitié, parce que chaque personne, comme les roses, est unique et très précieuse. Ici, le petit prince est triste parce qu'il craint qu'un mouton ne mange sa rose et qu'elle disparaisse à tout jamais. Voici donc le petit prince et sa rose. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question. Une fois qu'il l'avait posée, j'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança, avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses? Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre
Pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien? Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Ici, je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras. Je le berçai. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Voilà. Pour moi, c'est un très bel extrait, une belle leçon d'amitié quand on connaît quelqu'un d'unique, de sincère et de très précieux, comme le petit prince avec sa rose, qui est unique pour lui. Alors, moi, ça me fait penser aux amis que j'ai eus durant l'enfance ou plus tard dans ma vie. Et dont je me rappelle encore des souvenirs très profonds. Voilà. Pour terminer, j'ai choisi pour vous un extrait du livre Un café avec Marie, publié en 2021 par le Québécois Serge Bouchard, que vous avez peut-être déjà entendu à la radio ou vu à la télévision. Monsieur Bouchard est un anthropologue, donc quelqu'un qui s'intéresse à l'étude des humains et des peuples. L'extrait que j'ai choisi s'intitule Le pupitre vide du petit paquet et il nous parle de l'absence que l'on ressent lorsqu'un ami nous quitte, parfois de façon tragique, mais aussi des beaux souvenirs qu'il laisse derrière lui. Voici donc le pupitre vide du petit paquet. J'ai connu l'absence alors que j'étais très jeune, sur les bancs de l'école primaire, en quatrième année. Mon voisin de pupitre s'appelait Paquette, surnommé Paquerette par tous les élèves de la classe. Un beau matin glacial de février, je me suis présenté en classe comme d'habitude, les joues encore rouges de ce froid brûlant. À ma gauche, lors de l'appel des présences, la place de Paquette était vide. Un retard peut-être, une grippe, quelque chose de bénin sans doute. Mais une fois l'appel terminé, la maîtresse a fait une pause avant de nous annoncer gravement que la maison de la famille Paquette, une maisonnette en bois située sur la 4e avenue,
dans le vieux Pointe-aux-Trembles, avait été rasé par les flammes au petit matin. L'incendie avait causé la mort de toute la famille, à l'exception du père, qui avait pu sauter par une fenêtre du deuxième étage. La tragédie avait emporté la mère et tous les enfants, 6 en tout. La nouvelle a sidéré la classe, pour ne pas dire l'école. Elle a attristé tout le pays. Toute la journée, je suis resté interdit, à côté de ce pupitre vide. Nous nous étions salués la veille, le petit Paquette et moi. Peut-être avions-nous fait des plans pour jouer au hockey sur la patinoire de l'école le samedi suivant. Je ne me souviens plus. Je demeurais à 2 rues de chez lui. Nous passions du temps ensemble, comme les petits compagnons que nous étions. J'avais beau entendre ce que la maîtresse enseignait ce jour-là, je ne retenais rien. Mon attention était fixée sur cette place vide, une porte ouverte sur l'infini, un trou noir, une fracture dans la ligne du temps. Sur sa petite table, il y avait ses crayons, ses cahiers, mais surtout, il y avait là son image, son odeur, une partie de son âme. C'était comme si un oiseau de proie, surgi de nulle part, avait saisi Paquette entre ses griffes pour l'emporter dans les airs. Il y avait dans la classe une absence profonde, que nous ressentions avec une émotion plus vive que celle qu'aucune présence n'aurait pu nous inspirer. En fait, jamais Paquette n'avait été aussi présent dans notre esprit. Et j'ai connu cette journée-là le poids véritable de l'absence, la gravité du monde. Paquette n'allait plus écrire d'examen ou de dictée. Il n'allait plus recevoir de bulletins. Nous n'allions plus jouer ensemble dans la cour. Il ne reviendrait pas demain, ni le jour d'après. Lui qui s'excitait tant quand approchaient les congés d'école, il avait pris congé pour de bon. Plus je voyais ses affaires, plus je prenais la mesure de la chose. Et pour moi, la métaphore de l'absence est restée celle du vide, de la maison vide, du vide tout court. Voilà, c'est une histoire triste, bien sûr, mais M. Bouchard nous fait voir ici que malgré le décès tragique de son ami, il se rappelle encore des bons souvenirs, même si cela s'est passé il y a plus de 60 ans. Donc on garde toujours de nos amis des souvenirs précieux. Nous avons tous possiblement perdu des amis au cours de notre vie, que ce soit à la suite d'un déménagement, de chemins de vie différents ou de tragédies comme on vient de le lire. Mais je crois qu'on peut tous dire que jamais on oublie nos véritables amis. C'est ce qui met fin à notre séance de lecture qui vous a été présentée par Lire à tout âge. J'espère qu'elle vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs avec vos amis ou vous a fait réfléchir sur des amitiés qui se sont terminées ou d'autres qui ont pris naissance peut-être plus récemment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Au revoir.